J'essaie de donner un petit panorama en tant qu'ingénieur, j'aime bien donner des ordres de grandeur, donc comme ça sera assez précis. J'ai 3 certitudes sur le sujet de l'impact environnemental de l'IA. La première, c'est qu'en fait, il y en a aucune parce qu'en fait, en pratique, personne ne sait vraiment son impact. On a un groupe de travail avec les experts mondiaux sur le sujet. On a un groupe WhatsApp, on est 9 dedans. Concrètement, personne ne travaille dessus. Il y a un papier de recherche officiel et très sérieux qui a fait travail sur un modèle de langage. Et en pratique, il n'y a aucune autre étude très sérieuse qui a vraiment chiffré dans le numérique quel est l'impact de l'IA. Tout ce que je raconte, en fait, ne prenez ça pas du tout pour argent comptant, parce qu'en fait, c'est peut-être n'importe quoi. Deuxième point, c'est que dans ce que je sais à peu près, c'est que l'impact, il est beaucoup plus grand que ce qu'on pense, mais il n'est pas du tout à l'endroit où vous pensez. Je vais rentrer un peu dans le détail. Et le troisième point, c'est que malgré ça, souvent quand on dit, et pour parler beaucoup du sujet dans les médias, on dit médias, ça consomme, et ça pose des questions et ça fait des freins sur des cas d'application extrêmement importants. Et en fait, en pratique, dire l'IA, ça consomme, c'est plus compliqué que ça doit être un peu nuancé, c'est un peu comme dire manger, ça consomme. C'est manger quoi, pourquoi, combien, quelle quantité. En fait, il y a des différentes variations. Et moi, pendant mes 10 ans de carrière sur le sujet, j'ai toujours codé sur un ordinateur, pas connecté sur Internet, et j'ai fait plein d'algorithmes d'IA très utiles pour résoudre plein de problèmes très utiles sans avoir besoin de consommer plus d'énergie que toi. Donc, après avoir dit ça, il y a quelques chiffres pour que vous ayez un peu l'idée. Euh, des chiffres, on en a un petit peu, et notamment, on va prendre ChatGPT, qui est un exemple qui est très concret. GPT 3.5, c'est estimé avoir émis 500 tonnes de CO2 à peu près sur sa fabrication, qui est globalement ce que tout le monde pense qui est le gros des impacts, la fabrication des modèles d'IA. 500 tonnes, c'est conséquent. En pratique, c'est absolument ridicule. Tout le monde dit, mais c'est beaucoup, c'est quand même au moins 40 foyers américains, vous vous rendez compte? 40 foyers américains pour 200 millions d'utilisateurs journaliers, 500 tonnes de CO2, c'est 0,0000001% des émissions mondiales. Donc c'est absolument négligeable et c'est bien moins que énormément d'usages numériques. Derrière, les impacts sont à un autre endroit. Le problème des modèles de langage, c'est que la technologie pour utiliser ces modèles de langage, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va les requêter, est la même que sur la partie entraînement. C'est-à-dire que l'impact unitaire de faire un appel à GPT, en fait, il est très petit en pratique, mais sauf que face à l'exponentiel des utilisateurs et des usages de cette technologie-là, commence à faire un produit qui en fait devient complètement conséquent. On a fait une étude dans l'association qui chiffre sur GPT 3.5 à autour de 100 000 tonnes de CO2, juste le fait que ça soit utilisé par des millions d'utilisateurs tous les jours. Et c'est cet effet d'échelle qui est absolument conséquent. Et en fait, dès qu'on parle d'une exponentielle face aux limites planétaires, il y a forcément un problème. Et ça, 100 000 tonnes, c'est juste GPT 3.5. Donc en gros, l'usage et le fait de mettre de l'IA un petit peu partout, mon estimation, c'est qu'on parle d'autour de 1 à 10 à un peu plus de millions de tonnes de CO2. Mais même ça, pour moi, c'est encore négligeable parce que 10 millions de tonnes de CO2, bah, c'est un tiers des émissions françaises et c'est 0,1% des émissions mondiales. Donc ça reste encore assez négligeable. Là où moi, le sujet qui m'importe encore plus, et pour avoir la chance de travailler autant avec des multinationales que des activistes, je peux dire qu'il y a un sujet qui vraiment me chagrine beaucoup et dont on parle très peu, c'est pourquoi on utilise l'IA. Et quand nous, on essaye on va sûrement parler on peut l'utiliser pour faire plein de choses super utiles pour le climat. En pratique, les industries fossiles ne se gênent pas pour utiliser ChatGPT pour faire des forages fossiles. Je vous donne un exemple, un chiffre, je suis en train de finir une étude là-dessus. McKinsey chiffre de façon très performative l'impact de l'IA générative à 4 400 milliards de PIB par an supplémentaires. 4 400 milliards de PIB, si on fait la déclinaison par secteur et on fait un petit produit en croix en prenant le taux de décarbonation de chaque secteur, ça équivaut à entre 1 et 2 milliards de tonnes de CO2. Et là, 1 à 2 milliards de tonnes de CO2, en tant que l'IA comme catalyseur d'une économie déjà carbonée, ça devient tout négligeable, ça représente 5% des émissions mondiales, et c'est ce que les scientifiques appellent des bombes carbone. Et donc, ça pose un point qui est absolument crucial. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de l'IA responsable, décarboner l'IA, l'utiliser mieux, bien au contraire, parce qu'avec cette exponentielle, on voit bien qu'il y a un problème. Mais le problème de savoir où est-ce qu'on l'utilise, alors c'est très bien l'utiliser pour l'agriculture, pour le climat, j'ai plein d'exemples super, mais surtout, il faut essayer de ne pas l'utiliser dans plein de secteurs où la catalyse de ce secteur-là est en fait absolument problématique. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur le sujet, parce que derrière, pour donner plein d'exemples, parce que mon métier, c'est quand même, si c'était de juste critiquer ça,
je n'aurais pas envie de faire. Mon métier, c'est d'inventer des solutions pour le climat et la transition avec de l'IA. Et j'en ai plein, et je veux juste vous donner peut-être un exemple avant de passer la parole. Je travaille tous les jours avec les auteurs et les autrices du GIEC sur le développement d'un outil qui s'appelle Climate Q&A, qui est ce que les médias ont appelé le chat GPT des rapports du GIEC, qui est gratuit, open source, et tout le monde peut contribuer, et qui permet de vulgariser tous les rapports précédents. Et en ce moment, je travaille avec tous les experts pour fabriquer le 7e rapport du GIEC, qui, les experts l'ont eux-mêmes annoncé, ne se fera pas sans intelligence artificielle, tellement ça devient compliqué de commencer à compiler ces informations scientifiques. Ça me semble être une application beaucoup plus intéressante que l'extraction possible. Merci. Donc, moi, je voudrais vous parler d'un sujet, d'un cas d'usage de l'application de l'intelligence artificielle extrêmement intéressant, passionnant, positif et constructif. C'est donc un cas d'usage de modélisation climatique, donc dans le passé et dans le futur, et comment on arrive avec les données climatiques à aider les entreprises à évaluer leurs risques financiers. Donc moi-même, je suis climatologue, je vous l'ai dit, donc j'ai travaillé avec les données de satellites, avec les données radar. Et pour un petit rappel que l'innovation climatique, météo, donc l'innovation de sustainability, elle ne peut pas se faire sans l'intelligence artificielle. Dans mon cas particulier dont je veux vous parler, c'est par exemple les données satellites, les chips électroniques partout, donc des centaines de milliers de chips électroniques. Donc les modèles tournent sur les supercomputers, donc sur les video cards, donc les chips électroniques, donc il y a des centaines de milliers de chips électroniques. Donc à chaque supercomputer, c'est des bâtiments entiers où donc on fait des calculs avec les modèles météo et les modèles climatiques. Et donc, l'innovation de la climatologie et de la météorologie, elle est alignée avec l'innovation technologique. Et là, j'aime bien aussi les exemples. Des fois c'est bien d'un discours linéaire, de mettre un petit exemple. Donc, un des plus grands semiconductor manufacturers, justement pour rejoindre un peu les exemples. Donc, l'année dernière, a publié donc un article d'un journal, c'était publié que ils ont dépensé 26 millions d'euros pour les water trucks, donc c'est camions d'eau. Donc ils ont transporté tout seulement pour 26 millions l'eau. Et moi, je donne donc moi cet article, je le donne à tous les nouvelles personnes qui embarquent chez moi dans mon entreprise. Donc je dis tu penses quoi quand tu vois un article et c'est écrit Water Trucks 26 million euros? Il y a des questions, tu peux poser des questions. Pourquoi déjà transport d'eau par camion? Combien il y a de camions pour dépenser autant d'argent? Après, ma deuxième question, c'est que ça correspond à combien en termes de besoin d'eau, ça correspond à quoi? À 100% d'eau qu'ils ont besoin ou c'est juste 0,0001%? Donc, et ensuite, c'est sur la durée de temps. Combien de temps? C'est toute l'année qu'ils faisaient ça. Et donc, l'exemple est tellement parlant, c'est incroyable, parce qu'en plus, c'est listed company, donc c'est une grosse entreprise qui est compliant avec CSRD et toutes les lois maintenant que l'Europe continue à prendre. Donc, c'est le Taiwan Semiconductor Factory. Donc, en fait, ils ont dépensé 26 millions de cash. Ils ont lâché ça pour une semaine seulement et ça correspond uniquement à 5% de leurs besoins d'eau. Mais ils ne pouvaient pas se permettre perdre même 5% de production, de même une petite production de leur chip électronique. Pourquoi? Parce que Taïwan et Corée du Sud, ils produisent les meilleurs chips électroniques. C'est le haut de gamme VIP, donc c'est les meilleurs. Donc en France, il ne faut pas se faire ça. Et donc, chaque voiture, chaque iPhone, chaque satellite a besoin de ce chip électronique, celui-ci, cette technologie-là. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre de ralentir la production. Donc, pour eux, 5% de manque d'eau, c'est catastrophique. Et après, donc, j'ai commencé à regarder, donc c'est quoi 5% de production d'eau, quand même, 26 millions, ça fait beaucoup de camions en termes de volume. Et c'est là que j'ai découvert que, et ça rejoint justement ton commentaire au début, quand tu parlais de l'impact de l'intelligence artificielle, qu'en fait, Semiconductor Factory, par semaine,
elle consomme autant d'eau en termes de volume que la plus grande usine Tesla pendant 1 an. Et la plus grande usine Tesla produit pendant 1 an 500 000 voitures. Donc 500 000 voitures, donc c'est à côté de Berlin, donc le Gigafactory de Tesla qui était inauguré il y a 2 ans. Et d'ailleurs, elle a eu aussi un problème d'eau, donc celle-ci aussi, elle a eu... donc ça n'arrangera pas. C'est intéressant, hein, ça va. Donc, et après, je vais rebondir un peu sur la partie sustainability aussi. Donc Tesla, ils n'ont pas pu ouvrir l'usine pendant 2 années. Ils avaient expliqué le reste, c'est ça? Non, c'est bon, c'est bon. Okay. Donc pendant 2 années, l'usine Tesla n'a pas pu inaugurer l'usine, donc ils ont commencé le chantier, interdiction, sécheresse. Donc là, sécheresse à Taïwan, donc on peut aller de transporter l'eau, sécheresse en Allemagne, l'arrêt de l'usine. Le coût pour Tesla, pour juste une année, ne pas produire déjà l'usine, ça coûte 6 milliards. Donc, pour la construire, et après, ils produisent pour 26 milliards par an. Donc, ils ont perdu seulement 2 années de production. Et donc, c'est là, pourquoi je vous donne ces 2 exemples intéressants, parce que dans le rapport annuel de l'entreprise, maintenant, à partir de cette année-là, pour le rapport annuel de 2023, les entreprises qui opèrent en Europe, donc ils peuvent être implantés ailleurs, mais à partir du moment qu'ils ont 250 personnes d'employés en Europe, à partir du moment qu'ils ont plus de 40 millions de chiffre d'affaires en Europe, et aussi 20 millions d'actifs physiques, d'actifs réels, il faut que ces entreprises-là, donc Semiconductor Factory, Tesla, Toyota, et encore 5 000 entreprises, dès cette année, ils vont rajouter dans le rapport annuel plusieurs chapitres. Donc, c'est nouveau. Donc, c'est les risques climatiques physiques. Comment ces risques, donc inondation, sécheresse, feu, tempête, comment ces risques impactent leur business. Donc, les coûts opérationnels, la valorisation de leurs actifs, même la valorisation de la boîte, à quel point elle dépend donc des risques climatiques. Et il faut donc faire ce reporting. Et donc, c'est pour ça que je vais lancer Weather TradeNet, pour aider les entreprises, pour donner du sens à cette partie. Parce que quand on lit le CSRD, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu CSRD? Donc, déjà, est-ce que vous avez... Donc, il y a une question refuse la lecture. Donc, la nouvelle loi de Corporate Sustainability Reporting Directive européenne, mais elle n'est pas seulement européenne, elle est dans 80 pays. Donc en Europe, ça s'appelle comme ça, notre pays s'appelle Financial Disclosure. Donc, après cette nouvelle loi, les entreprises, à partir de cette année, rajoutent la partie risque physique, car on lu les CSRD complètement incompréhensible. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que le CSRD demande que les entreprises évaluent l'impact des inondations et de feux dans le futur sur votre opération. Sauf que quand le météorologue il dit bah, ok, moi j'ai 20 ans de programmation, ça va, je peux y arriver. Mais par contre, si c'est Tesla, Toyota, HSBC, comment ils vont faire en fait? Donc l'outil, je serais ravie de revenir et vous faire une présentation par les particuliers de ça. Donc pourquoi AI? Parce que nous, on récupère les données satellites, on récupère les données climatiques et on va modéliser les inondations, les feux et les sécheresses dans le futur. Ça, c'est cas classique. Donc, pour ceux qui veulent avoir un internship, stage sur la modélisation prédictive, very welcome. Donc, c'est deep learning supervisé et non supervisé. Pourquoi? Parce que, imaginons, une inondation n'est jamais arrivée, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Donc, on ne peut pas entraîner le modèle dans le passé, parce que il y a rien, il n'y a pas d'observation encore de ce cas. Mais si le fait qu'on n'a pas observé quelque chose pendant les derniers 70 ans, déjà, la première chose, 70 hivers, 70 étés, 70 ouragans bien passés, c'est absolument pas représentatif. On peut pas, c'est juste un échantillon d'un échantillon. Donc, pour entraîner, donc nous, on travaille sur ça. Donc, Weather TradeNet, c'est vraiment les matos, c'est hyper appliqué. Donc, Antoine, sur les supercomputers, on peut pas faire ça sur l'ordinateur portable. Ravi de passer la main. Donc, je pense que déjà, c'est pas mal. Peut-être que, oui, parce que pourquoi l'impact social dans la question environnementale? Peut-être qu'on peut commencer par là. En fait, on a vu
il y a des cas d'usage, on a les technologies, donc on sait aujourd'hui à peu près comment se servir de l'IA pour aider à répondre à ces enjeux climatiques. Mais il me semble que ça ne peut pas fonctionner si on n'embarque pas tout le monde dans cette histoire. Et c'est là où s'impose cette question sociale de l'intelligence artificielle. Je prends un exemple, dans les collectivités territoriales, aujourd'hui, ils ont une loi qui leur dit qu'ils doivent écrire une feuille de route pour un numérique responsable. Donc, ça veut dire qu'il doit être durable, responsable socialement et de manière environnementale également. Mais comment est-ce qu'ils vont écrire cette feuille de route? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'on leur donne aujourd'hui comme outil pour savoir comment répondre à cette question? Pour moi, les collectivités que je rencontre, les élus, les décideurs publics, ils sont plutôt perdus, ils sont plutôt démunis, ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire. Donc, cette bataille, en fait, de l'IA éco-responsable, on la gagnera si on nous dit aussi comment faire. Et donc, si on se méfie des solutions comme ça, technologiques faciles, et qu'on regarde vraiment comment on les applique et comment on embarque chaque citoyen. C'est aussi un sujet social, l'IA, parce que ça permet de collecter énormément de data. Ça pose la question de qu'est-ce que je collecte comme données, comment je fais pour que cette collecte elle soit responsable vis-à-vis des citoyens, c'est-à-dire qu'on fasse attention à la protection de la vie privée, que tout ne doit pas être un bon prétexte pour collecter tout et n'importe quoi. Ça pose aussi les conditions de partage, d'accès à ces données. Oui, c'est important d'utiliser la technologie pour répondre à ces défis climatiques, mais dans quelle mesure, jusqu'où je vais aller collecter la donnée, quelles données je collecte, à qui je donne accès à cette donnée, comment est-ce qu'on la partage de manière transparente et saine au sein d'un écosystème qui travaille sur ce sujet. Tout ça, ce sont des questions aujourd'hui sur lesquelles on n'a pas de réponse. Et puis, sur la question aussi sociale, on dit grâce à l'IA, on va pouvoir prendre des meilleures décisions, notamment dans le domaine environnemental. Mais en fait, ces décisions, elles ne peuvent pas être générales et globales. À chaque fois, il faut quand même contextualiser. Il faut qu'on soit un ensemble de personnes qui, à partir de ces données, décidions dans quel contexte la réponse de l'IA est valable et est-ce qu'on a vraiment envie de la suivre? Est-ce que cette décision répond à nos valeurs? Donc ça pose en amont la question de l'éthique. Autour de l'IA et de la sustainability, de la durabilité, il y a vraiment aussi ce sujet de l'éthique et des valeurs que l'on met aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Et donc, tous ces points-là, ils doivent être abordés. Et pour moi, c'est la première question, c'est comment est-ce qu'on fait pour que cette IA ait un impact social positif? Comment on fait pour que chacun ait envie de s'en emparer? Si on regarde les externalités positives de l'IA, par exemple, pour la gestion de l'énergie, ça fonctionne au niveau de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, par exemple, en domotique, on va installer des systèmes qui vont nous permettre de consommer moins chez nous. Mais pour ça, il faut qu'on ait envie de se l'approprier. Si nous, on décide, citoyens, que ces IA sont trop intrusives, que ces IA ne portent pas nos valeurs, que ces IA ne rencontrent pas nos objectifs à nous, citoyens, et que ça change trop nos comportements par rapport à ce qu'on a décidé de faire, ça ne fonctionnera pas en fait. On n'aura pas d'IA éco-responsable. Alors sur l'environnement, il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Moi aussi, je vais donner un ou deux exemples. On a travaillé par exemple sur l'anticipation du niveau du Rhin. Pourquoi? Parce qu'on optimise le fret fluvial, qui est évidemment un des moyens de transport les plus intéressants. Donc, oui, c'est typiquement une anticipation. On a travaillé sur des outils génératifs. Alors, on ne génère pas toujours que des mots avec une IA générative. Nous, on a généré des scénarios en fait d'environnement physique, température, pression, numériques, qui permettent de faire des bancs de tests sur des piles à hydrogène, qui sont quand même une des énergies qu'on espère être intéressantes pour le futur. Aujourd'hui, les bancs de tests, ils sont destructifs, ils coûtent très très cher, ça prend des mois, et donc le go-to-market de tout ça est trop long. Et en fait, on arrive à faire des simulations numériques parce qu'on génère massivement des conditions thermiques et de pression complètement sur le papier. Je ne vais pas faire un parallèle avec la simulation numérique des essais nucléaires, mais c'est un peu du même genre. On arrive à générer des choses comme ça. Voilà.
Donc ça, tout ça, c'est quand même, il y a vraiment des choses très intéressantes qu'on arrive à faire. L'un des premiers éléments, c'est le gaspillage alimentaire. Et aujourd'hui, être capable d'anticiper à quel endroit on va consommer, dans les restaurants d'entreprise. J'ai eu des conversations avec Sodexo, c'est très intéressant. Il y a quand même, dans ce qu'on produit en alimentaire, il y a presque un produit sur 3 qui part à la poubelle. Hein. Donc, être capable d'anticiper ça, de mieux prévoir, ça, c'est absolument majeur. Et je terminerai ensuite vraiment sur ce qu'ont dit les Français. Mais juste pour un truc, c'est finalement là où l'IA est très forte du point de vue de l'anticipation, de l'environnement, c'est la capacité de prédiction d'anticiper. Si on arrive à anticiper, on arrive du coup, nous, à être humains, à agir de telle manière que du coup, on va dépenser moins, on va mettre pile poil l'aliment là où il faut, etc. C'est beaucoup la prédiction et l'anticipation. Il y a une autre vague qui va arriver quand même, je l'espère en tout cas, ce qui est le quantique. Et le quantique, lui, est très très bon dans l'optimisation, pas dans l'anticipation. Lui, il résout des problèmes NP complets en temps réel. Et c'est de la recherche opérationnelle, c'est tous les algos de recherche opérationnelle. Ça veut dire que toute la logistique, les milliers de camions, etc., on va avoir pile poil des camions à chaque fois complètement pleins quand on les utilise, etc. Enfin, voilà, là, il y a quelque chose avec le quantique qui n'est même pas accessible à l'IA. Voilà. Donc, bon, c'était quand même la lueur d'espoir aussi. Bon. Et donc, les Français, en fait, ils sont, je vais les définir comme étant optimistes, vigilants. Moi, j'étais très surpris par le fait qu'ils sont optimistes, parce qu'en général, vous savez, les Français, on dit toujours que c'est des râleurs, et des gens plutôt pessimistes et critiques, et dans les derniers de la classe sur le bonheur dans les pays, etc. Et en fait, ils sont extrêmement optimistes. Franchement, à chaque fois qu'on leur a soumis des cas d'usage, etc., ils considèrent vraiment que l'IA peut apporter des choses positives. Là où c'est positif, mais le moins bon, c'est sur des aspects sociétaux. Dès qu'on commence à toucher à est-ce que je te donne un crédit ou pas, est-ce que je vais t'orienter vers telle école ou telle autre, alors Malgo, est-ce que je vais t'embaucher ou pas, est-ce que comment je lis ton CV, là on sent que ça flotte beaucoup plus. Il reste positif, hein, mais il reste positif là-dessus aussi. Mais on sent que là, c'est quand même des sujets qui sont plus embêtants. Donc on voit bien quand même le côté sociétal. Ça, évidemment, la vie privée. Hein. La data, la vie privée, le RGPD n'a pas beaucoup rassuré les gens. Ils doivent dire, dès qu'on touche à ça. Voilà. Et quand on leur pose en miroir des questions sur les risques, on a listé une quinzaine de risques derrière tout ça. Là, en fait, tous les risques ressortent en rouge. Tous. C'est ce que j'appelle l'optimisme vigilant. En fait, ils sont persuadés que l'IA est positive et va jouer un rôle positif sur la société et sur eux, hein, collectivement et aussi individuellement. Il y a toujours des tendances. Hein. La santé, c'est les gens plus âgés. L'objectif sur la santé, c'est plutôt les gens plus âgés. Voilà, il y a le côté un peu réseaux sociaux, etc. On sent que c'est les jeunes qui considèrent que là, il y a quelque chose d'intéressant pour l'information. Là où je renvoie encore au rapport Brenner. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, voilà, il y a vraiment cette idée-là derrière. Mais tous les risques sont au rouge. Les plus au rouge sont ceux qui ont trait encore une fois, à la donnée privée. C'est vraiment, voilà. Le risque un peu fantasmatique que l'IA prenne le pouvoir, il est là en rouge très fort aussi. Mais en fait, il faut le traduire un peu différemment. Je pense qu'il y a un problème de responsabilité. Et on le sait tous. Hein. Aujourd'hui, si l'IA se plante, qui est responsable? Elle est où la sécurité juridique du citoyen face à ce type d'algorithme? Alors, l'IA commence à poser quelques éléments. Enfin, on est au début de cet élément-là. Et il y a vraiment une question derrière. Et pour terminer, ce qu'il y a en dernier, c'est-à-dire là où ils considèrent qu'il y a le moins de risques, même si ça reste un risque élevé, c'est l'environnement. C'est peut-être aussi contre-intuitif. Mais aujourd'hui, quand vous leur demandez est-ce que l'IA peut faire du bien à la démocratie, à la liberté, à l'équité et à l'environnement, ils vous disent oui. La balance nette est positive pour les Français dans tous ces domaines-là. Quand vous parlez des risques, l'environnement, ce n'est pas le risque qui les marque le plus. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dessus. Hein. Voilà. Merci beaucoup sur ces... Peut-être ce qui est intéressant, surtout sur cette dernière partie du sondage, c'est le reality check. C'est-à-dire, qu'est-ce que
est-ce que nous, on perçoit, est-ce que perçoivent les Français? Et ça, c'est un sujet assez intéressant. Alors, très content d'avoir entendu que les Français sont optimistes, même si avec leurs limites, mais parce qu'on s'attend, en écoutant beaucoup les médias aussi, on s'attend à avoir une perception très négative de manière générale de l'IA sur les aspects sociétaux et environnementaux. On se rend compte que c'est pas tant le sujet que ça. Oui, alors voilà, peut-être que moi je vais faire la française râleuse. Donc oui, en fait, de par mes travaux, moi je m'intéresse beaucoup aux questions de la désinformation. J'ai de manière générale une perspective critique sur l'IA. Bien sûr, il fallait choisir un sujet à aborder ce soir. Et du coup, ce que j'ai décidé d'aborder, c'est le sujet de la désinformation et de l'éclairer avec celui du capitalisme de surveillance, qui pour moi, en fait, sont simplement les deux faces d'une même pièce. Je ne vais pas forcément vous raconter tout ce que j'avais prévu parce que déjà, on n'a pas tellement de temps. Et puis, par ailleurs, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Je vais simplement préciser très rapidement que sustainability inclut le social. Donc, pour moi, normalement, il n'y a pas de question sur le fait qu'on doit s'intéresser au social dans la sustainability. Et que, par ailleurs, les phénomènes de désinformation, de théorie du complot, etc., sont des phénomènes sociétaux extrêmement inquiétants. Ce que je voudrais aussi souligner, parce que voilà, c'est que finalement, à l'heure actuelle, et ça a été quand même ébauché, à l'heure actuelle, quand on parle d'IA, des applications d'IA qui marchent, celles qui nous impressionnent, ChatGPT, celles qu'on utilise tous les jours, LinkedIn, Instagram, Snapchat, TikTok, disons peut-être Uber, Amazon, toutes ces plateformes qui sont dans notre vie quotidienne, en fait, toutes ces plateformes-là utilisent de l'IA. Et ce que je voudrais quand même souligner, c'est que l'ensemble de ces plateformes, excepté TikTok, qui est chinoise, sont américaines. Donc voilà, et la plupart de ces entreprises se sont enrichies, notamment grâce au capitalisme de surveillance, c'est-à-dire à l'exploitation de nos comportements en ligne pour en tirer du profit. Et elles ont accru l'asymétrie entre elles-mêmes, puisqu'elles sont devenues extrêmement puissantes par rapport à l'individu, donc l'utilisateur qui navigue, mais aussi par rapport à d'autres entreprises, ou même encore par rapport à des États. Donc moi, mon objectif là sur ce regard critique, c'est de proposer en fait des solutions. Donc là, typiquement, quand je vous parle de toutes ces entreprises, Google, Meta, etc., pourquoi est-ce qu'elles sont si puissantes? Eh ben parce qu'elles détiennent l'infrastructure. En effet, c'est elles qui détiennent l'infrastructure. Nous, on n'a aucun serveur en Europe. C'est pour ça qu'on met les données des Français sur les serveurs de Microsoft, alors même qu'il y a le Cloud Act aux États-Unis, qui permet donc à l'État américain, à n'importe quel moment, d'accéder aux données de tous les Français. C'est pour ça qu'il serait intéressant d'investir dans une infrastructure de serveurs européenne. Ça, déjà, ça aiderait peut-être à, diminuer ce capitalisme de surveillance américain et donc cette colonisation numérique à laquelle on est soumis à l'heure actuelle. Donc voilà, cette colonisation numérique, donc là je vais aller très rapidement par rapport à ces questions de désinformation. Donc eux, leur objectif, c'est bien sûr de faire du profit en exploitant nos comportements en ligne. Ça s'appuie sur l'idée selon laquelle ils pourraient prédire nos comportements. Mais finalement, prédire nos comportements, prédire nos désirs, alors même que nous-mêmes, on ne connaît pas si bien que ça nos désirs, c'est pas si simple. C'est beaucoup plus simple d'agir sur nos comportements. Comment est-ce qu'on agit sur nos comportements? On crée des chambres d'écho. Donc, on nous enferme dans un environnement, mais la personne ne se rend plus compte qu'elle est enfermée dans cet environnement. Elle a l'impression que cet environnement, c'est le monde, mais cet environnement va passer son temps à reconfirmer ses propres idées. Qu'est-ce que ça crée comme effet? Les personnes vont souvent avoir des idées qui deviennent de plus en plus extrêmes. Et d'ailleurs, le Wall Street Journal avait, dans une enquête, montré que les créateurs de contenu créent donc du contenu de plus en plus outrancier, puisqu'ils se rendent compte que c'est ce qui marche le mieux au final. Après, il y a forcément donc la compétition pour la visibilité, puisque la visibilité en ligne, c'est une ressource rare. Donc, pensez aux influenceuses et influenceurs Instagram, ils peuvent monétiser cette visibilité. Mais vous-même sur LinkedIn, le jour où vous chercherez un travail, avoir de la visibilité, ça vous aidera à avoir un accès à un emploi potentiellement mieux rémunéré, peut-être plus intéressant. Et cette visibilité, elle a un coût.
qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande que vous ayez des modes d'engagement avec la plateforme qui correspondent aux intérêts de la plateforme et qui sont, donc bien sûr, tout ça, ça s'appuie sur des algorithmes, je n'ai pas précisé, tout ça s'appuie sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Typiquement, YouTube en 2016 avait publié un white paper dans lequel ils décrivaient leurs algorithmes qui étaient basés sur du deep learning. Donc voilà. Et donc là où je voulais surtout en venir, c'est la régulation. Faire un constat de quelle est la régulation existante à l'heure actuelle et faire une proposition de régulation sur la base de mes travaux de recherche. Donc le constat, c'est en fait, la régulation, il n'y en a pas. En fait, même pire, ce qu'on fait, c'est qu'à l'heure actuelle, on demande aux géants du numérique, donc à ces entreprises américaines, de porter la responsabilité de censurer, et j'utilise bien le mot censurer, puisqu'à l'heure actuelle, c'est ce que les chercheurs pensent, très généralement les chercheurs critiques pensent en Europe, c'est que ce qu'on fait en demandant aux réseaux sociaux de réguler eux-mêmes le contenu, c'est de la censure et c'est de la privatisation de la liberté de parole. Bon, à part ça, c'est aussi une très mauvaise compréhension de leur modèle d'affaires. Le modèle d'affaires de toutes ces plateformes est un modèle d'affaires non interventionniste. Ça coûte cher de faire du contrôle direct. Donc, elles n'ont pas intérêt à faire ça. Donc, bien sûr qu'elles vont faire de manière complètement non exhaustive. Bien sûr que ça va être selon leurs propres idéologies et puis finalement selon leur bon vouloir. Par ailleurs, des études montrent aussi que de toute façon, quand on bannit des personnes de plateformes, donc disons des profils qui répandent des théories complotistes, quand on les bannit des plateformes, souvent ils emmènent avec eux leurs audiences sur des plateformes moins régulées, et donc ces mêmes audiences sont exposées à des contenus encore plus extrêmes. Donc en fait, finalement, demander aux plateformes de faire du contrôle direct en bannissant des utilisateurs, ça marche très mal. Alors moi, je voudrais juste faire du coup une proposition qui me semble faisable et en plus qui utiliserait de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez peut-être que l'intelligence artificielle pourrait nous aider. Donc, premièrement, en fait, ce qu'il s'agirait de faire, c'est de demander d'imposer plutôt aux géants du numérique de labelliser exhaustivement et systématiquement toutes leurs données selon un label admissible ou inadmissible. Bien sûr, c'est pas à eux de choisir, de décider qu'est-ce qui est admissible ou qu'est-ce qui l'est pas. Ça devra avoir été défini au préalable par un cadre réglementaire. On devra pouvoir auditer leur labellisation. Et si on se rend compte que leur labellisation comporte plus qu'un certain pourcentage d'erreurs, à ce moment-là, toutes ces entreprises devront simplement payer des amendes. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, eh bien, une fois qu'on a toutes ces données labellisées, qu'est-ce qu'on en fait? On va faire de la simulation pour regarder, en fait, comparer différents algorithmes de recommandation et observer leur propension à diffuser de la désinformation. C'est très bien, maintenant on a de la donnée labellisée. On peut utiliser par exemple de l'apprentissage par renforcement qui pourrait tout à fait permettre de mener ces simulations. Et de cette manière-là, on dirait un algorithme n'a le droit d'être mis sur le marché que si les entreprises peuvent démontrer que cet algorithme diffuse moins qu'un certain pourcentage de contenu inadmissible. Voilà, une régulation. Merci. C'est une avancée significative. Est-ce qu'il va trop loin ou pas assez? C'est l'avenir qui le dira. Sur un sujet aussi pragmatique et expérimental, il est important d'exiger que la réglementation soit aussi révisée de façon pragmatique et expérimentale. Globalement, et ça dépend des secteurs, ça dépend des cas d'usage. Globalement, l'IA est sous-régulée, mais l'IA en santé est surrégulée. Ça, je le dis, j'insiste, c'est juste le droit des données en matière de recherche médicale est juste décourageant. Il annihile la possibilité de faire du développement et partant de l'expérimentation. Il a des effets négatifs globalement incontestables. Et c'est un domaine sur lequel, alors, d'ailleurs, le droit de la santé est surrégulé, pas que pour l'IA, hein, il y a la santé en général. Maintenant, de toute façon, ce n'est pas le AI qui sera limitant. Alors d'abord, évidemment, Elon Musk
hurle tel le putois en disant que si on applique les actes à X, ex-Twitter, il va le retirer de l'Europe et tout ça. De toute façon, quand vous mettez une nouvelle réglementation en place, tous les grands acteurs commencent à dire qu'on les égorge, qu'on va tout tuer et tout. Et puis une fois que le truc est en place, ils disent finalement c'était pas si dur et on s'aperçoit que de toute façon, c'est pas sur eux que retombe le plus grand poids. Le GDPR, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre pour une petite entreprise qui manque de moyens de temps que pour une grosse. Et c'est pour ça c'est important d'avoir d'évaluer, de surveiller et de mesurer l'impact et la façon dont à la fin ça fait avancer les choses. Donc de toute façon, les grands vont râler, mais ça c'est normal. Ce qu'il faut voir, c'est l'effet général après. De toute façon, c'est pas ça qui sera limitant. On dit souvent, de la même façon que si on s'intéresse à la cybersécurité, on peut avoir l'impression que c'est une question d'algorithme et de loi. Mais en vrai, c'est beaucoup plus une question de ressources humaines et de processus. Parce que ça veut dire des responsables partout, des gens qui sont habitués, des habitudes qui sont prises à toutes les échelles. Avec l'IA au niveau européen, c'est pareil. Et comme l'Europe est en avance sur la question réglementaire, c'est beaucoup plus urgent d'avancer sur les autres volets, qui sont les ressources humaines et les habitudes en la matière. Ça, en revanche, c'est limitant aujourd'hui. Le fait qu'il n'y ait pas assez d'argent pour le développement des bons projets, le fait qu'il n'y ait pas assez d'ingénieurs pour faire des ressources humaines, etc. Et c'est bien beau d'avoir les lois et les philosophes, mais si vous n'avez pas un référent qui, sur le terrain, au niveau d'une école, s'occupe de contrôler le truc éthique, ou un service au niveau de qui sait quel ministère qui est prêt à envoyer quelqu'un faire un audit, contrôler que telle ou telle chose est faite, ça ne sert à rien d'avoir les bonnes lois s'il n'y a pas le personnel qui va avec. Et ce n'est pas qu'une question c'est comme si vous voulez assurer la sécurité dans votre pays avec juste les bonnes lois. Et vous voulez le faire sans police ou sans juge, vous pouvez avoir un bon enseignement sans avoir les bons enseignants. En matière d'enseignement, on sait aujourd'hui le problème majeur, ce n'est pas un problème de programme, c'est un problème en priorité d'enseignement. C'est pareil avec l'IA. C'est un sujet qui doit se développer partout. C'est ma remarque principale par rapport à ça sur le IULA. Sur ce sujet, je fais un écho à tout à l'heure, tu donnais des exemples, notamment je parlais de Ivan Illich, qui donne un bon cadre de réflexion là-dessus, qui parle des outils conviviaux sur la technologie, qui définit un outil convivial, que la technologie est utile et durable dans le temps, si tout simplement elle ne crée pas de dépendance à cet outil-là. Concrètement, l'IA générative, qui est un des flagships de l'IA aujourd'hui, c'est quand même littéralement la définition d'un outil non convivial, qui crée uniquement des dépendances. Moi, pour expérimenter 6 heures par jour de code assisté par de l'IA, je peux dire que quand il y a un problème de GitHub Copilot qui m'empêche de l'utiliser et que je perds 95% de la productivité sur le code, c'est toujours codé, mais c'est compliqué. Et ça, c'est des usages, plus ça devient, et à nouveau, ça pose la question des usages, plus ça devient facile, confortable, utile dans nos quotidiens. Et c'est un autre niveau encore que les outils de notre quotidien, que le GPS, parce que ça a cette versatilité qui crée tellement de confort que ça en devient juste inexorable. Et effectivement, pour ceux qui l'utilisent au quotidien, dès qu'il y a une panne des API, et ce qui pose la question à nouveau de la souveraineté et de la dépendance géopolitique à ces acteurs du numérique, ça pose des vraies questions, quoi. Et donc, moi, ça me fait un peu peur. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas d'utiliser 8 heures par jour. Non, je ne sais pas répondre à la question des limites. En fait, c'est la question qui a été adressée tout à l'heure. C'est quand on parlait de censure. C'est un peu le même sujet, en fait. Hein, empêcher le LLM de dire des choses, on met où la frontière? Et donc, il y a un être humain à un moment donné qui va décider. Et du coup, on revient sur le sujet de la censure, qui est exactement, pour moi, le même type de chose. Et effectivement, aujourd'hui, alors le DSA laisse les opérateurs faire la censure et propose un audit de tiers. Je suis très bien placé pour le savoir. Et en tant qu'auditeur, on est tous très embêtés parce que on ne va pas se substituer aux politiques pour décider nous, et on n'est pas plus sachant que les autres. Donc c'est pas à nous de décider ce qui est une bonne censure, une mauvaise censure. On se retrouve avec des principes directeurs et des choses. Donc là, je rejoins ce que disait Cédric, c'est que la législation et la réglementation, elle aussi, elle va apprendre
Et il faut accepter à un moment donné des espèces de process de contrôle un peu à blanc, entre guillemets, où les uns et les autres vont un peu se tromper, apprendre du copain d'à côté, et je l'espère se niveler par le haut et avoir une réglementation pour devenir de plus en plus précise. Et aujourd'hui, effectivement, c'est extrêmement compliqué. Et en fait, la critique est super facile, mais quand vous mettez à la place, moi, quand on me dit, t'as un algo, il sort 500 millions de posts par jour, terrible, et il essaie de trier là-dedans, quand tu as un nude, est-ce que c'est un nude consenti, pas consenti, est-ce que d'ailleurs c'est de l'art, ou est-ce que c'est même de la santé, et pas du tout. Enfin, c'est déjà très compliqué. Quand vous rajoutez là-dessus des coups d'ironie, et les êtres humains, mais sont d'une inventivité incroyable pour faire passer des mots pour d'autres, avec des communautés qui se parlent entre elles à mots couverts, à mots codés. Il n'y a que qui se comprennent, et ce qu'ils racontent est absolument inadmissible. Enfin, voilà, je veux dire, le champ des possibles est absolument. Donc la critique est super facile, et je pense que c'est aussi à un moment donné ce qu'ils disent quand ils disent on aimerait bien être régulé, régulez-nous. Alors en fait, une fois qu'elle sort, ils gueulent. Ça va plus. Mais ils veulent être régulés aussi parce qu'ils sont embêtés face à ça. Ils disent finalement comment on fait. C'est pas super facile quand même. Hein. Et donc la tentation est grande de se dire en gros, je vais trier par IA, ce qui est absolument abject, de manière incontestable, parce que même d'un point de vue de mon modèle économique, je n'ai pas besoin de ça dans mon réseau quand même. Et puis après, ce qui est un peu borderline, ben on va attendre que les gens jouent au whistleblow. Et ma seule obligation dans le DSA, c'est que je dois réagir très très vite. Donc il y a sans doute une frontière qui est encore mal placée, et que j'espère qu'on va réussir à la placer de mieux en mieux. Mais quand je dis on, c'est à un moment donné, c'est les représentants du peuple. C'est pas, voilà, c'est pas le parti privé c'est comme ça. Le jour où il y a eu l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, ce jour-là, l'image les films du carnage a été mis en ligne sur Facebook et autres à peu près 1 million de fois dans la journée, et retiré aussitôt de façon automatique par les algorithmes des plateformes, où on voit que quand même, il sait faire des choses qui sont impressionnantes, parce que, évidemment, c'était contre toutes les lois, la propagation et tout ce qu'on veut, et ainsi de suite. Mais la critique est facile, il faut saluer la performance aussi de ce qui est possible. Le truc a reconnu sous toutes les formes et tout ça, le contenu en temps réel pour l'extirper. Montrant aussi que c'est impossible de le soumettre à un processus démocratique classique. Évidemment qu'il n'y a pas à avoir une requête, un truc. La société n'a pas le temps de décider dans ce genre de choses. Il y a besoin d'externaliser à des algorithmes une partie de la réponse au moins. Merci beaucoup pour cette excellente table ronde.